Attention les enfants, voyez. La vidéo de Killer Bee va commencer, voyez. Alors n'oubliez pas la cloche et réagissez à ce que vous allez entendre, voyez. Bon visionnage les abeilles, voyez. Et bzz les abeilles et bienvenue sur Killer Bee, ici Nil le Soubéran, toujours accompagné par mon fidèle Happy End. Donc cette fois nous allons parler des révolutionnaires, mais juste avant, je tenais à rappeler en fait qu'on entrait dans le mois One Piece et qu'il y aura donc il y a eu des annonces qui ont été faites pour expliquer comment sera composé ce mois. Aussi je serai donc à la garde pour les médiévales de la garde du 3 au 6 août 2017, donc cette semaine. Si vous voulez venir les Varois, vous êtes les bienvenus. Alors on va démarrer. Premièrement, Rêverie. On va démarrer là-dessus, puisque Rêverie est l'occasion parfaite pour les révolutionnaires, pour entrer en action en fait. On aura un arc Rêverie qui suivra donc Whole Cake, et à ce moment-là, il faut s'attendre à voir des révolutionnaires. J'expliquerai un peu plus tard pourquoi. C'est principalement par rapport à l'attaque de Cheech. Bref, que va-t-il se passer pendant cette Rêverie? Déjà, premièrement, on a la révocation des Shichibukai qui risque d'arriver. Parce que Fujitora et Smoker, par exemple, sont contre ce système-là. Et je ne pense pas que ce soit les seuls. Pourquoi la révocation devrait être mise en avant de suite? Fujitora n'a pas le droit de mettre le pied sur une base marine, mais en ce qui concerne les bases du gouvernement mondial, Akainu n'a pas son mot à dire. Donc Fujitora peut très bien débarquer à Rêverie en proposant une mesure. Quelle serait cette mesure? Supprimer les Shichibukai. Quels seraient ces exemples? Il en a à la masse. L'armée préparée par Moria, les trafics divers et variés de notre cher Doflamingo, le fait que PX0, donc Kuma, ait été un révolutionnaire et soit d'un coup un Shichibukai. Il y a des tonnes de trucs et ça pourrait pas avantager tout le monde, puisque Boa Hancock, par exemple, protège son île en étant Shichibukai. Donc il peut y avoir des soucis comme ça. Ça n'arrangerait pas non plus le gouvernement mondial d'avoir des personnes comme Mihawk contre eux. Donc ça peut vraiment être un gros bordel. Surtout que à Rêverie, il y aura le roi Riku avec tous les autres, avec Elisabelo, tout ça. Et le roi Riku, il nous a été teasé qu'il avait une très grande influence sur les autres rois participant à Rêverie. Et oui, il faut pas l'oublier. À Rêverie, il y aura qui aussi? Il y aura le roi de North Blue qui a fait exécuter Norland. Enfin, il y aura pas lui, mais son descendant, bien sûr. Ça se passe il y a 400 ans. Je parlais de ce royaume-là, en fait, pour être... voilà. Il y aura Cobra, et Cobra a une question à poser, une question très importante. Il y aura Dalton avec... comment il s'appelle, l'autre gland, là? Wapol, qui a monté son propre royaume exprès pour emmerder... il a été offert par le gouvernement mondial, mais qui a pour but d'emmerder Dalton. Ou Dalton, je me rappelle jamais, moi je l'appelle Dalton. Cobra a une question très importante à poser. Est-ce que ça va poser problème? C'est une question très importante pour le background, j'aime bien dire ce mot, de One Piece. Parce qu'elle concerne très certainement le siècle oublié. Quelle partie du siècle oublié là? Pourquoi les Nefertari ont refusé de rejoindre l'alliance des Tenryubito? Je pense que ça va concerner cette partie-là. Cobra est en fin de vie. Donc ça risque d'être compliqué pour lui aussi de se battre ou quoi. Donc normalement cette question devrait passer soit sous silence en mode on veut pas te répondre, soit il meurt parce qu'il peut pas se battre. Clairement, malgré les personnes qu'il a menées avec lui, malgré tout ça, il est pas en état de se battre. Et face à lui, c'est pas Vivi et 2-3 autres qui vont arrêter des amiraux. Donc il faut que ça se passe calmement. Ensuite, nous avons Shirahoshi. Ouais, Shirahoshi peut être enlevé par 3 castes. Premièrement, les Tenryubito. Si les Tenryubito viennent à savoir que Shirahoshi est Poséidon,
ça va être le bordel pas possible. Et ils voudront se servir de Poséidon contre leurs ennemis pirates. Deuxièmement, nous avons Dragon. Donc elle pourrait aller vers les révolutionnaires. Pourquoi? Pour la sauver, tout simplement. Je vois mal Dragon utiliser les pouvoirs de Shirahoshi contre son gré pour détruire Marijoa, par exemple. Non, si Shirahoshi est prise par les révolutionnaires, c'est simplement pour la mettre en sécurité, à mon avis. Troisièmement, Kaido. Et oui, pour ceux qui n'ont suivi que l'anime, vous ne le savez peut-être pas, mais Caribou a été capturé par X Drake. Et Drake est allié à Kaido. D'ailleurs, Caribou est pris pour un révolutionnaire. C'est un peu bizarre, mais il est pris pour un révolutionnaire dans la mini-aventure. Ensuite, j'ai parlé donc de Kaido. Qui dit Kaido dit Moria. Et oui, où est passé Moria? Pourquoi je parle de lui dans une vidéo des révolutionnaires? Alors, Moria est présumé mort, mais il ne l'est pas. Pourquoi? Parce que quand Doflamingo a essayé de l'assassiner, il y a eu un bruit de bulle et il a disparu. Un bruit de bulle qui éclate. Qu'est-ce que c'est qu'un bruit de bulle qui éclate dans One Piece sur Shabondi? Qu'est-ce que c'est? Pardon? Ouais, c'est Kuma qui envoie quelqu'un vers l'infini et au-delà. Exact. Et il l'a pas envoyé dans les fesses d'Onigumo. À mon avis, il l'a envoyé dans un endroit précis, chez les révolutionnaires. Pourquoi chez eux? Parce que tout simplement Kuma est chez eux. Parce que Moria a certainement des informations à la fois sur le gouvernement mondial et sur Kaido. Et c'est très important qu'il ait des informations sur Kaido, étant donné qu'il fait partie des têtes que les révolutionnaires veulent faire tomber. Donc ça peut être un choix tactique. Je ne dis pas que Moria est un révolutionnaire, parce que de son côté, il se peut très bien qu'il ait refusé d'en faire partie. Donc je dis qu'il est certainement dans le Nouveau Monde, qu'il a toujours une dent contre Kaido, et que du coup, en fait, tout simplement, il peut être utile au Révo. Et oui. Et oui. Mais il n'est pas tout seul. Absalom est avec lui. Absalom, pourquoi je le précise aussi? Parce qu'Absalom est devenu un journaliste très influent. Et les médias, c'est quelque chose d'important dans une stratégie militaire. Et Dragon, s'il peut maîtriser une partie des médias, ça peut être que tout bénef. Du coup, Absalom infiltré chez Newsku, ça peut être un truc de malade. Donc Absalom qui fait partie de l'équipage de Moria. Avec lui, il y avait Hogback. Hogback qui peut être très important puisque on suppose jusqu'à présent que Weeble est un zombie. Hogback aurait donc fait évoluer la formule de manière à ce que le soleil n'influe plus, les rayons du soleil n'influent plus sur les zombies. Pour l'instant, moi je trouve que ça se tient. En plus, Weeble pourrait être intéressant. Je ne dis pas que Weeble sera à la rêverie. Ça, c'est vraiment un dossier révolutionnaire, donc il n'y aura pas que la rêverie. Ensuite, nous allons passer à Vegapunk et au programme PX. Alors, il y a une théorie qui dit que PX1, donc le premier des pacifistas, a été envoyé par Kuma sur Baldigo. Il aurait été envoyé sur Baldigo au moment où Kuma lui dit « Je t'avais dit de ne pas te mêler de ça » et bam, il l'envoie quelque part. Pourquoi sur Baldigo? Parce que ça peut être intéressant pour les révolutionnaires de savoir exactement comment fonctionne un pacifista, à base de quoi il est fait. Et pourquoi je parlais de Vegapunk? Parce qu'il se peut très bien que les programmes informatiques, j'ai envie de dire, de communication en tout cas, et de robotisation du gouvernement mondial possèdent un logiciel secret, qui est une fonction qui permettrait aux pacifistas de se retourner contre leur maître. Et surtout, pourquoi Vegapunk serait intéressant en tant que révolutionnaire? Parce que c'est ce que je suis en train d'insinuer. Parce que les pacifistas enregistrent ce qu'ils voient. Et du coup, ça ferait des vidéosurveillance plus d'informations pour Dragon et les autres. Et oui. Je vais essayer de faire le plus rapidement possible, désolé. L'homme corbeau qui parle à Sabo. Qui est-il? Est-ce que c'est lui le numéro 1 de l'armée révolutionnaire? On sait que Sabo est le numéro 2. Techniquement, Dragon c'est le numéro 0, c'est le big boss.
Et il fait pas partie de l'armée révolutionnaire, il dirige l'armée révolutionnaire. Donc du coup, il y a forcément un numéro 1. Est-ce que c'est lui le gars qu'on voit en ombre avec le chapeau et les lunettes? Possible. Et oui les gars. Du coup, l'homme corbeau, quel est son fruit? Parce que c'est forcément un fruit. Est-ce que c'est le fruit des corbeaux version Zoan mythique, donc du coup le fruit de Morrigan? Est-ce que ou alors de Hugin et Munin dans la mythologie nordique? Morrigan c'est celte, hein, je précise. Est-ce que ce serait le fruit de la nuit ou carrément le fruit Zoan mythique de Nyx? Nyx qui est la déesse de la nuit, enfin la déesse, c'est plus que ça, hein, c'est la femme je crois de Tartare, hein. En tout cas c'est une entité de la nuit dans la mythologie grecque, et il me semble qu'elle vit au Tartare. Elle vit dans un endroit très noir. Elle a beaucoup d'enfants, dont les moires. Hein. C'est quelqu'un de très puissant dans l'univers grec. Voilà. Alors, quel serait ce fruit? Parce qu'on voit clairement l'un des corbeaux parler. Il y a beaucoup de corbeaux, et il y a un seul de ces corbeaux qui parle. Ça ne nous a pas été montré par hasard. Dans l'animé, il a une voix qu'on ne connaît pas, et dans le manga, la bulle se dirige clairement vers un seul corbeau. Donc, et ça ne peut pas être un fruit de maîtrise des animaux, justement, puisqu'il n'y a qu'un seul corbeau qui parle. Et ce corbeau est forcément l'utilisateur du fruit du démon. Les corbeaux ne sont pas détaillés, c'est des ombres. Et c'est pour ça que je disais que la voix ne correspond pas à ce qu'on connaît, parce que ce n'est pas le fruit des ombres comme Gekko Moria, étant donné que Moria a un pouvoir... Enfin, on connaît sa voix, pardon, je me suis perdu. On connaît sa voix et c'est pas celle qui est dans l'animé. Or, il n'aurait pas fait de faux raccord à ce niveau-là. Ensuite, Fisher Tiger. Est-ce que Fisher Tiger, Nico, Olivia et le père de Robin faisaient partie des révolutionnaires? Parce qu'ils avaient l'air d'en savoir long sur les souffrances du monde. Fisher Tiger revient, certainement après avoir été fait esclave, hein. Je ne me souviens plus exactement de cette partie, mais je crois que c'est ça. Et il dit qu'il a vu la noirceur de ce monde. À mon avis, ce n'est pas que par rapport au statut d'esclave. On sait que Fisher Tiger était un archéologue. Donc il est parti explorer les différents mystères du monde. Il est parti les découvrir. Il a essayé d'élucider tout ça et je pense pas qu'il ait été tout seul. Nico Olivia était considérée comme révolutionnaire, mais est-ce qu'elle faisait partie de l'armée révolutionnaire? Ça, c'est une autre question. Maintenant, est-ce que le père de Robin est encore en vie? Est-ce qu'il fait partie des révolutionnaires? Et du coup, est-ce que comme Nico Olivia et Fisher Tiger, il aurait un lien avec des connaissances liées au siècle oublié? Est-ce qu'il est en vie? Est-ce qu'il a rencontré Robin pendant les 2 ans? Que s'est-il passé? Et Robin elle-même, qu'a-t-elle appris? Est-ce qu'elle a une mission secrète qui ne porterait pas préjudice au Mugiwara, hein, contrairement à l'arc CP9? Est-ce qu'elle a des informations pouvant lui permettre d'accomplir un objectif spécial lié aux révolutionnaires? Ça, on ne sait pas encore. Et c'est quoi son lien avec Dragon? Parce que elle aime beaucoup Ryunosuke, le dragon qui monte sur Zunisha. Et elle pleure même après que Ryunosuke soit redevenu un dessin. Et oui, et oui. Et il y a d'autres persos, hein, Inazuma. Tiens, Inazuma. À quoi il sert? Parce que Ivankov nous dit très clairement, hein, Inazuma a un rôle extrêmement important au sein des révolutionnaires. Qu'est-ce que c'est que ce rôle? Qu'est-ce que c'est? Là aussi, on peut s'imaginer que qu'il fasse partie d'un grand plan de dragon et qui serve du coup de pièce maîtresse à un point précis. Désolé, hein, je donne pas de détails de théorie ou quoi. Ceci est un dossier, je le précise, un dossier révolutionnaire. Donc, il y aura beaucoup de suppositions, beaucoup de théories aussi dans ce que vous avez vu.
mais c'est surtout un dossier qui englobe le tout. Donc la suite, on va passer à Teach et son attaque. Alors clairement, hein, non, les révolutionnaires n'étaient pas sur Baldigo au moment où Teach a attaqué. Il a juste voulu faire passer un message en mode vous vous êtes pris à mon second, je vais vous niquer vos mères. Vous voyez? Son second, d'ailleurs, je sais même plus si c'est son second, Jésus Burgess, mais vous m'avez compris. Et ça aurait d'ailleurs... Dragon, à mon avis, était au courant que Teach arrivait. Ce qui l'a poussé à mettre en exécution un plan d'évacuation beaucoup plus conséquent que ce qu'il avait prévu. Et à mon avis, non seulement ils ont d'autres planques, mais il va directement foncer à Rêverie par rapport à ça. Pour Teach, comment Dragon le savait? Tout simplement parce qu'Aokiji, et oui, Aokiji est très certainement un révolutionnaire. Je ne le vois pas se ranger du côté de Teach. Il est là en infiltration. Et de qui était proche Aokiji? Parce que Aokiji dit un truc très important déjà. Il le dit à Smoker sur Punk Hazard. Smoker lui dit: est-ce que c'est vrai que tu es du côté de la communauté des ténèbres? Est-ce que... Enfin... qu'est-ce qui t'est arrivé? Aokiji lui répond: ne t'inquiète pas, je n'ai pas changé. Et il le sauve, il le considère comme un ami encore, il lui dit. Donc je ne pense pas qu'il ait changé, je pense pas qu'Aokiji joue un double jeu vis-à-vis de Smoker. Il le joue plutôt vis-à-vis de Teach. Mais Aokiji était proche de qui? Il était proche de Garp. Garp qui est le père de Dragon. Il y a toute une théorie sur une nouvelle marine, un nouveau mouvement qui se créerait dans la marine plus pacifiste. Et Garp en fait partie de cette théorie. Est-ce que Garp aurait poussé lui-même Aokiji à rejoindre son fils ou pas? Je dis pas que Garp est un révolutionnaire, je dis qu'il comprend très certainement les idées de son fils. Il est peut-être contre, mais il les comprend. À mon avis, c'est lui qui a envoyé Aokiji, qui a conseillé à Aokiji, après sa défaite à Punk Hazard, d'aller voir Dragon. Ouais. Bon, il aurait pu aller voir Sigul, mais... Bref, ça aurait encore fait pleurer Robin. Alors, on a un avant-dernier point très important. Si les révolutionnaires sont à Rêverie, Sabo y sera. Qui d'autre est à Rêverie? Stelly. Stelly est devenu roi du royaume de Goa. Stelly sera à Rêverie, qui est le demi-frère de Sabo, hein, Stelly. Et ça risque d'être... assez folklorique, j'ai envie de dire. Assez... ouais. Bon. Dernier point. Roger et Dragon. Fallait qu'on en parle. On va en parler un peu plus en détail plus tard dans 2 autres vidéos. Les chapitres 0 et 100. Parce que oui, il y aura des rétrospectives des chapitres 0 et 100 pendant le mois One Piece. Dans le chapitre 0, nous avons une tempête qui balaye la flotte de Shiki. Ça ressemble étrangement au pouvoir de Dragon. Dans le chapitre 100, Dragon se trouve tout simplement sur Logtown, l'île de naissance et de mort de Goldie Roger, le seigneur des pirates. Que faisait-il là-bas? Vous le saurez très bientôt dans le mois One Piece. En attendant, merci d'avoir suivi cette vidéo. Suivez les réseaux sociaux qui s'afficheront quelque part par là. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Lâchez un pouce bleu. Je donne encore plein d'ordres. Mettez un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Bisous les abeilles. Et à très vite. Si vous voulez soutenir Barbe Blanche et Luffy, abonnez-vous à Killer Bee. Ou c'est mon poing ardent dans...